Au stade olympique de Berlin, le Rapide de Vienne remporte le championnat allemand de football en battant Schalke 04, 4-3. Le même jour, le 22 juin 1941, le Reich allemand déclare la guerre à l'Union soviétique. Dans la capitale du Reich, on répète déjà pour la parade de la victoire. Le Moufti choisit ce moment pour arriver à Berlin après un périple rocambolesque. Jamais il n'avait été aussi proche du Führer. Nous avons toujours pensé qu'il serait un jour le bras droit d'Hitler. Personne ne le disait, mais nous étions tous convaincus qu'il finirait par aller en Allemagne. Amin al-Husseini réaffirme la loyauté des Arabes à Hitler et tente d'obtenir le soutien du Führer pour ses projets au Proche-Orient. Hitler se borne à des promesses verbales. Dans ses fameux propos de table, le Führer s'avoue impressionné par ce renard éminemment rusé. Malgré son faciès de musaraigne, note-t-il encore, il me fait l'impression d'être un homme comptant plus d'un arien parmi ses ancêtres. Hadj Amin croyait que l'indépendance et l'unité des Arabes seraient facilitées par une victoire de l'Allemagne. Amin al-Husseini découvre un pays galvanisé par ses victoires, débordant de vigueur et d'assurance. Il assiste à la déclaration de guerre contre les États-Unis. Il est impressionné, bien que le discours de Hitler lui soit familier. Wir wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist eine ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, das auch an uns zu vollstrecken, dass wir in Sowjetrussland alle schaudern, sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nunmehr kennengelernt. Wir aber wissen, dass es die Absicht der Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. Désormais, le grand Moufti est convaincu d'avoir fait le bon choix. Il espère pouvoir retourner à Jérusalem en vainqueur sous la bannière nazie. Au Maghreb, le général Rommel va de victoire en victoire. Al-Husseini compte bien en profiter pour faire avancer ses projets. En avril 1942, il écrit à Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand. Monsieur le ministre, nous vous avons assuré de la volonté du peuple arabe de contribuer à la victoire finale contre nos ennemis communs. À présent, nous vous prions d'accorder aux pays arabes opprimés par les Britanniques tout le soutien possible dans leur lutte pour la libération, de reconnaître leur souveraineté et leur indépendance, et de consentir à leur unification ainsi qu'à l'élimination du foyer national pour le peuple juif en Palestine. Signé Amin al-Husseini. Dans les rues de Jérusalem, les Arabes criaient « Allez, Rommel !» Ils espéraient de tout cœur la victoire allemande sur la 8e armée britannique, commandée par le général Montgomery. Ils acclamaient l'armée allemande comme si elle était sous les ordres d'un commandant arabe. L'inquiétude était grande. Quand je revenais en permission au kibbutz, tout le monde, et surtout les femmes, me demandaient « Alors ils arrivent ?» Je leur répondais « Ils n'arriveront jamais, on les en empêchera. » Mais au fond de moi, je n'y croyais pas. On ne pensait pas être en mesure de les arrêter, et on avait très peur. Les Arabes aiguisaient déjà leurs couteaux pour égorger les Juifs avec l'aide des Allemands, des nazis. C'était vraiment la panique. La haine envers les Anglais et les Juifs était à son paroxysme. Elle était prête à éclater à chaque instant, et plus encore depuis que les Arabes sentaient la peur des sionistes face à l'avancée allemande en Afrique du Nord.
الألماني في شمال أفريقيا. En été 1942, les chars de Rommel avancent inexorablement vers l'Égypte et menacent la Terre Sainte au sud. À l'ouest, les Allemands occupent la Grèce et la Crète, une île dangereusement proche de la côte palestinienne. Dans le Caucase, des troupes allemandes détachées du front russe se dirigent vers le sud. Leur mission, traverser l'Irak pour attaquer Jérusalem. L'armée allemande progressait de tous les côtés vers la Palestine. Quand on regardait une carte, on les voyait arriver par le haut, par le bas et par le côté. La Wehrmacht convergeait vers la Palestine sur 3 fronts. Des centaines, des milliers de Juifs étaient prêts à combattre, avec ou sans armes. Il fallait à tout prix empêcher les Allemands d'occuper notre pays. Nous savions que cela signifierait notre arrêt de mort. Nous n'avions pas le choix. Amin al-Husseini veut lui aussi participer au combat en prenant la tête des légions arabes formées par les Allemands. Mais le Moufti et les volontaires arabes et maghrébins mobilisés en Grèce n'auront pas l'occasion de s'illustrer. Pas plus que l'unité SS stationnée à Athènes. Un escadron de la mort censé exterminer les Juifs d'Égypte puis de Palestine. Le ciel nous a entendus. En décembre 1942, les Russes ont lancé l'offensive de Stalingrad. Et le général Montgomery et sa 8e armée, à laquelle j'appartenais, a engagé l'offensive d'El Alamein, qui nous a permis de repousser Rommel. C'était un bien triste jour. À Jaffa et au club musulman, les jeunes ont tenu des meetings et exprimé leur tristesse car cette grande armée, cette armada qui leur paraissait invincible, avait été vaincue. Ils comprenaient les raisons de la défaite de Rommel en Afrique du Nord, mais ne pouvaient pas s'en réjouir, car pour eux, elle signifiait le triomphe du mal, de l'ignominie et de la tyrannie de ceux qui occupaient leur pays et les privaient de leurs droits. Les criminels venus leur ravir leur patrie avaient gagné. Voilà ce qu'ils ressentaient ce jour-là. ويظهروا مما يتوفر لهم من الدراسات الإسلامية ومن تاريخ المسلمين وآثارهم ما في الإسلام من سمو ومن مبادئ عالية وما له من مقاصد تستهدف نفع الإنسان وخير الإنسانية. L'espoir d'une solution militaire pour la Palestine s'étant évanoui, le grand Moufti se rabat sur la propagande. Officiellement, il est le parrain du tout nouvel Institut central islamique de Berlin, fondé avec le soutien du pouvoir nazi. Pour le leader du mouvement arabe, cette fonction est un formidable tremplin pour faire valoir ses intérêts. Il était célèbre dans tout le monde islamique.
C'est lui qui avait organisé le congrès islamique de Jérusalem. Et jusqu'à sa mort, il n'a jamais cessé d'œuvrer dans les milieux musulmans et les institutions islamiques. Plus la guerre se prolonge, plus le Mufti est utile aux nazis. Depuis Berlin, il dirige la résistance au Proche-Orient et prêche la guerre sainte contre les Juifs à la radio allemande. Il promeut sans relâche le régime nazi auprès des musulmans non arabes et tente de convaincre Indiens, Ouïghours, Caucasiens et Tatars de Crimée à s'engager aux côtés des Allemands. Dans la capitale du Reich, sa parole a de plus en plus de poids. En contrepartie, le régime sait se montrer généreux. Villas, résidences secondaires, bureaux, sans parler d'une rémunération mensuelle conséquente. Le Mufti se fait grassement payer chaque service rendu par le ministère des Affaires étrangères et la SS. Un vaste réseau de relations et quelques solides amitiés avec des dignitaires nazis lui offrent la marge de manœuvre nécessaire à la poursuite de ses ambitions. Les communications étaient difficiles. De temps à autre, un voyageur nous remettait une lettre. Parfois, on entendait ses discours à la radio, ou on entendait dire qu'il se trouvait toujours à Berlin. À cette époque, on ignorait ce qu'il advenait de lui. L'infatigable militant arabe ne fait pas de sentiment. Depuis 1943, et bien que ses plus proches parents vivent à Jérusalem, il conseille aux Allemands de bombarder la ville sainte, ou Tel Aviv, pour empêcher les congrès sionistes qui s'y déroulent, ou simplement à des fins de propagande. Ces prêches enflammées dans l'unique mosquée de Berlin mêlent habilement antisémitisme religieux et racisme, mettant ainsi l'islam au service de ses ambitions politiques. Tous ne partagent pas cet extrémisme, mais la plupart des musulmans allemands sympathisent avec les nazis et adhèrent au discours d'Al-Husseini. Le zèle du Mufti est sans borne. En novembre 1943, il parle à la radio internationale allemande à destination du Proche-Orient. Arabes et musulmans, le fait que les Allemands n'aient envahi aucun pays musulman nous rapproche d'eux et fait de nous leurs alliés naturels. L'Allemagne combat un ennemi qui est aussi le nôtre. Ayant parfaitement saisi la nature du juif, elle a décidé d'éliminer définitivement le péril juif pour mettre un terme au mal qu'il inflige au monde entier. Amin al-Husseini, le grand Mufti de Jérusalem, apprend le sort réservé aux Juifs d'Allemagne et d'Europe. Début 1942, la solution de la question juive en Europe adoptée par les nazis lui est révélée par Adolf Eichmann en personne. Le Mufti est impressionné. En été 1942, il envoie une délégation visiter le camp de concentration de Sachsenhausen. En 1943, son ami Heinrich Himmler, chef des SS, l'informe sur la progression de la solution finale par ces mots. À ce jour, nous en avons exterminé environ 3 millions. Alors que les trains de déportés arrivent dans les camps d'extermination d'Europe de l'Est, quelques Juifs parviennent encore à fuir en Palestine, avec l'aide de la Croix-Rouge et des Britanniques. Mais Al-Husseini veut à tout prix les arrêter. Il s'adresse à Himmler, aux autorités nazies, et insiste auprès des gouvernements de Hongrie, de Bulgarie et de Roumanie, jusqu'alors décidés à ne pas déporter les enfants et les adolescents juifs. Mein Vater und ich
Mon père et moi avions entendu parler de ce convoi, parce que j'étais membre d'une organisation de jeunesse sioniste dénommée Hashomer Hazaïr. C'est elle qui a tout mis en œuvre pour me faire partir avec ce train, même si nous n'avions pas les moyens de payer. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Bulgarie, Votre Excellence, la plupart des peuples se sont rendus à l'évidence que le péril juif menaçait le monde en général et les pays abritant des juifs en particulier. Cela les a poussés à prendre des mesures d'autoprotection. Nous ne pensons pas que la simple émigration des juifs puisse résoudre ce problème. Car une fois immigrés, ces juifs seraient libres de se rallier à leurs congénères de par le monde, pour nuire plus gravement encore que par le passé au pays qu'ils ont quitté. Je sentais bien que notre départ était lourd de sens, comment dire, historique me semble excessif, mais ce départ avait quelque chose d'exceptionnel. Je comprenais bien qu'on fuyait les soldats allemands pour rejoindre des soldats britanniques. Mais aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment ça a pu fonctionner. Il me paraît également utile d'attirer votre attention sur le fait que les pays que ces juifs sont censés rejoindre occupent une position stratégique déterminante qui pourrait grandement influer sur le cours et l'issue de la guerre. De plus, comme ils ont séjourné dans votre pays et dans d'autres États européens, ces Juifs ont connaissance de nombreuses données stratégiques essentielles qui n'hésiteront pas à transmettre à l'ennemi. Au cours de notre périple, le premier incident sérieux s'est produit à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. C'était le dernier endroit où les soldats allemands pouvaient nous atteindre, puisque la Turquie était, officiellement du moins, un pays neutre. Les Allemands sont montés dans le train, ont arrêté 3 garçons polonais et les ont fait descendre. D'après mes informations, ils ont été déportés à Auschwitz. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il serait plus approprié et plus efficace d'empêcher les Juifs de quitter votre pays et de les expédier dans des régions où ils seraient plus étroitement surveillés, comme la Pologne par exemple. Ce serait une manière d'écarter la menace qu'ils représentent et une bonne action envers le peuple arabe qui saura se montrer reconnaissant. Avec l'expression de ma considération distinguée, Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem. Les Allemands ont déclaré que les Polonais et les autres passagers en provenance de Pologne n'étaient pas autorisés à voyager dans ce train. Mais les Roumains, comme moi, ont pu poursuivre le voyage parce qu'ils avaient un passeport avec un visa officiel. Le train qui emmène Uri Shalev en Palestine au printemps 1943 sera l'un des derniers convois d'enfants en provenance d'Europe de l'Est. Aujourd'hui encore, je me demande comment nous avons pu nous en sortir. C'était grâce à une chaîne de soutien qui impliquait beaucoup de personnes. Pour moi, cela relève toujours du miracle. La Bosnie-Herzégovine, un paradis oriental sur l'Adriatique, à en croire les actualités allemandes de l'époque. Près de la moitié des Bosniaques sont musulmans. Leur pays a été annexé par la Croatie fasciste et combat aux côtés des Allemands. Les musulmans bosniaques éprouvent de la sympathie pour l'Allemagne, car dans les Balkans, on est convaincu de la bienveillance des nazis à l'égard de l'islam. Cette situation permet au Moufti de prouver son utilité à ses amis berlinois, car l'image idyllique de la Bosnie est trompeuse. En effet, depuis l'occupation de la Yougoslavie, l'armée allemande se heurte à la résistance acharnée des partisans de Tito, surtout en Bosnie. Pour garder le contrôle de la région, des renforts sont nécessaires. En février 1943, Hitler ordonne la création d'une nouvelle division SS en Bosnie.